Amis noctambules, bienvenue, bonsoir. À tous ceux qui vivent comme moi la nuit, on vous accueille avec beaucoup de plaisir, les amis. Installez-vous. Alors, nos amis noctambules sont là, on va commencer. Installez-vous. Lucas Tassot, depuis Toulouse, en France. La brave Mano Crypto, toujours plein. Rapsoul, Michel Dior, Ben, Jésus-Christ, c'est la solution. Vita Jumelle, installez-vous, amis noctambules, nous allons commencer. Oui, Judith Camden, Apiang, Amgaka. Le doux taxi, bienvenue, bien sûr, Chasserie Kansley depuis Berlin, à l'esclave collègue. Ya Talakagi, Apiang, Amgaka, je le salue aussi, Marie-Ève, Pierre-Auguste Bonnat, Jefferson Flingan, bonsoir. J'ai salué Marcelin Tadio, bienvenue. Marie-Ève Saint, dont je n'ai pas prononcé le nom en entièreté tout à l'heure. Ziziski, voilà. Donc, les amis, comme d'habitude, nous allons éclaircir certaines choses. Il y a bien sûr Santos Ramirez. Santos Ramirez qui nous rejoint, Eno, Pierre Calu, Guinec, voilà, Jésus-Christ, on l'a déjà salué, Clémence White, bienvenue, et Pierre Calu, que je n'ai pas salué, et Médica que nous accueillons, voilà, et qui d'autre que je vois, Flora, Michel Dior, les amis. Bienvenue, nous sommes ensemble pour un peu plus d'une heure de temps et on fait le point, comme chaque soir. Euh, Ludo Tabi, bien sûr, et Roger Tuente, alias Kabila le plus pareil, Gabriel Pis. Solomon Israel, welcome to you, blessed to you as well. Et oui, mais Talakagi, toi qui me suis pourtant, j'ai fait un direct là-dessus. Je vous ai dit qu'un chef d'État très influent d'Afrique de l'Ouest avait servi d'intermédiaire entre Emmanuel Macron et le président élu, et nous autres, ses conseillers, je vous ai rapporté, on lui avait proposé le poste de vice-président. J'ai fait un direct il y a 2 jours et j'ai expliqué ça de long en large, où il a rejeté cela parce qu'il a dit il n'a pas été élu pour devenir ni Premier ministre, ni vice-président. Et il sait très bien qu'il perdrait énormément de crédit. Voilà. Et Kitty Henry depuis Malabo, Fan Nazaire. Donc je répondais à mon frère Talakagi, bien sûr, j'ai fait un direct là-dessus. Alors Alfred Moussinga, à qui je dois des excuses, parce que hier j'ai laissé entendre que William Etekin-Boumouin avait été préfet en France. Alors qu'est-ce que je raconte? Alors je parlais dans le vide, hein. On va recommencer tout ça. Le micro était éteint. D'abord, Talakagi Quintana qui me demande
si le poste de vice-président. Oui, je l'ai dit il y a 2 jours. On lui avait proposé ce poste, il a refusé, comme on lui avait proposé 100 milliards avant, comme on lui avait proposé le poste de Premier ministre avant, il avait décliné. Et là, il a fait savoir qu'il n'a pas été élu par vous pour devenir vice-président. Je vous ai dit que les négociations se sont faites entre l'Élysée et un chef d'État influent d'Afrique de l'Ouest. Je l'ai dit ici. Et ensuite, il y a Alfred Moussinga, à qui je dois des excuses, parce que hier, j'ai laissé entendre que William Etekin-Boumois avait été prophète en France. Lui, il avait dit que non, et c'est lui qui avait raison. Vérification faite, j'ai été induit en erreur par le fait que William Eteki avait fait l'info. L'info, c'est une école, l'équivalent de Sciences Po, mais pour les cadres administrateurs d'outre-mer. Et il avait commencé dans la préfectorale à Yabassi. Et nous sommes dans les années 55. Le Cameroun n'étant pas encore indépendant, donc quand vous regardez dans la nomenclature des grands fonctionnaires qui ont fait la préfectorale, on l'indique comme un préfet de France. Mais en réalité, il n'a jamais été préfet en France. Il a été dans la préfectorale au Cameroun, à un moment où le Cameroun n'était pas encore indépendant, et tous les gens qui sortaient de cette école, où a été Pierre Mesmer déjà, étaient catégorisés comme des citoyens français, et le Cameroun était considéré comme territoire français. Donc c'est Alfred Moussinga qui avait raison. William Etekin Boumois n'a jamais été prophète en France. Il avait raison, mais il n'y a que pas. Et voilà, donc c'est ce que je tenais à faire. J'ai vérifié comme j'avais promis hier. Alfred Moussinga dit que le poste de vice-président avait tous les pouvoirs d'accord, le président devient poste de l'heure. Tout à fait, vous avez raison. On appelle transformer quelqu'un en reine d'Angleterre, inaugurant les chrysanthèmes. Et puis, c'est un poste, le président peut vous démettre à tout moment. Donc, c'est ce que De Gaulle appelait Pierre Jacon. 1963-2013, 50 années de Makossa. Découvrez les pépites de la Makossa Collection, les morceaux qui ont marqué l'histoire de cette musique. Alors, Bandeko Umaru Sidiki Jarama, Alahoki Jam, Alahoki Lando. On accueille Marie-Paul Kolo Ongene, que je salue avec beaucoup de déférence. Ongene, j'en ai eu pas mal comme ami d'enfance à Bafoussam au collège. On l'accueille avec beaucoup d'égards. Cameroun Ferrari, bienvenue. Nos amis d'Ambazonie, salut particulier à vous. Respect. Oui, Talakagi, tu as raison. Au Royaume-Uni, quand on commence à vous mettre vice-premier ministre, c'est un poste qui n'a rien du tout. On a eu ici le cas avec un ministre des Affaires étrangères, c'est Jeffrey Howe. Et Margaret Thatcher l'a nommé vice-premier ministre. C'est une sorte de placard, un peu comme le comité central du RDPC au Cameroun.
Alors, je suis impressionné par vos réactions. D'ailleurs, je vous apporte le salut du président, votre président. Je vous apporte son salut patriotique et fraternel. Il est au courant de vos inquiétudes à son sujet, mais il va bien. Il est en Dieu sûr. Bientôt, la peur va changer de camp. C'est ce que je peux vous dire pour commencer. Mais les choses s'annoncent bien. Quelqu'un m'a posé la question de savoir pourquoi je m'habille ici comme ça. C'est un signe d'espoir. C'est le signe que la victoire est proche. C'est le signe que la victoire est inéluctable. Même si vous ne voulez pas d'elle, elle va s'imposer à vous. Parce que vous avez fait le plus difficile. Vous avez montré à la face du monde l'imposture. Nicanor Koueti, non, non, franchement, tu viens d'arriver, il n'y a pas de problème, on est en peine, hein, on est encore en train de jouer la musique, donc ce sont les préliminaires, si je peux m'exprimer ici, voilà. Mais le président sait qu'il n'est rien sans vous, et il vous transmet son salut républicain et fraternel. Et il est au courant de vos inquiétudes, de vos impatiences, et il nous charge de vous dire que bientôt nous verrons la lumière. Qu'est-ce quelques semaines par rapport aux 43 ans où notre pays a été pris en otage? Ce n'est rien du tout. Donc, un peu de patience. Je comprends votre impatience parce que les Camerounais doivent vivre comme d'autres euh, comme d'autres peuples. Ils le méritent pas moins. Donc, c'est tout à fait normal. Mais un peu de patience, les amis, un peu de patience et les choses vont se faire. Les questions que vous posez. Welcome to Sister Betty Becker in France. Welcome. Very pleased to see you at this late time of the night. Alors, Alex Adès qui me salue, je le salue également. Florence Fifin. Vous êtes nombreux. Vous savez, vous voyez que je vous connais tous par nom. Je sais où vous vivez les uns les autres. Quand vous me dites, je sais dans quel pays vous vivez, mais sachez que le président aussi le sait. Mais il peut plus s'exprimer comme vous et moi faisons. Mais il prend note, il regarde vos réactions. Euh, euh, il, euh, il prend note et il regarde l'attitude de nos frères d'Ambazonie et leur prédisposition à travailler avec tous les Camerounais. Je ne sais pas, quelqu'un m'a posé une question. Si quelqu'un m'a posé une question, je crois que c'est Darus, reposez-moi la question et puis je vais vous répondre. Et on va commencer. Nasilingi sepon Unola Tombango Ebanja Nasita Nabia Nudia Utondimba Nasita Nabia Naudia Utondimba
Nasilingi sepon Unola Ibolango Ebanja Nasika Nabia Nubia Ojungimba Nasita Nabia Naodia Okiemba. Alors, et Kitty Henry dit, nous attendons la saisie de leurs biens. Ça va arriver. Une chose dans l'autre. Vous avez fait le plus difficile. C'est comme si vous tuez un animal et au moment de le manger, vous commencez à vous impatienter. Vous avez fait le plus difficile. L'erreur qu'ils ont commise, c'était de laisser Issa Chiroma aller aux élections. Ils n'avaient pas vu ça. Pendant qu'ils se concentraient sur Kamto, c'est Grégoire Ouona qui a dit, nous avons passé 7 ans à étudier Kamto, et c'est Chiroma qui est venu à l'examen. Alors les amis, bonsoir. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent seulement maintenant. Nous avons joué un peu de musique pour attendre les retardataires. Je n'annonce pas mes directs pour échapper aux pirates, au piratage des saboteurs. Donc, on donne toujours un peu de temps à nos amis retardataires pour nous retrouver. Blaise, Moraga, de Monsip, on peut jouer Bolotin, mais je le joue souvent ici. Eddie Samé, que je salue, qui est en train de danser. Victor Neba, welcome to and thank you for your encouragement and all the kind words. Jean Mokoro Koka, voilà. Martin Bémé, le sang, l'autre dit que les Nordistes veulent le sang au Cameroun. Alors, qui a dit cette connerie-là? Je vais vérifier très très rapidement. Alors les amis, donnez-moi un petit instant. Alors, vous avez des gens qui trichent les élections et vous trouvez que ce sont les nordistes qui veulent le sang du Cameroun. C'est quand même une aberration, ça. Alors, on va regarder au niveau du chat ici.
Non, pas du tout. Un petit technique, les amis, un problème technique que je vais régler et nous allons continuer. Alors, voilà. Quelqu'un me dit quoi? Alex, vous dites, est-il possible, cher frère, de souvent passer les musiques avec le nom du musicien et surtout son titre? Mais on vous met, je vous ai mis un compte PayPal pour nous encourager, parce que les musiques que je vous joue, on me les fait payer. Et en plus, vous me donnez des tâches pour lesquelles vous ne faites aucune motivation. Vous allez les écouter comme ça. Voilà. Mais si vous êtes intéressé, vous faites un petit geste dans le compte PayPal et puis je ferai ce que vous me demandez de faire. Sinon, vous les écoutez comme vous les écouterez. Parce qu'en plus, vous me donnez un travail d'édito. Alors, pouvez-vous jouer à l'auteur, ça va se faire. Voilà. Mais si vous commandez des chansons, il faudra donner une contribution pour cela. Parce qu'on me fait payer ça. Ah, voilà. Donc, je joue les musiques que je veux, mais si vous voulez des musiques, vous, à votre tour, faites un petit geste. Voilà, on n'obtient rien pour rien. Alors, Martin Bélier me dit les nordistes veulent mettre le Cameroun, comment il dit ça? Veulent mettre le sang au Cameroun. Alors, pour ce commentaire, je vous enlève. Voilà. Alors, vous vous trompez vous inversez les rôles des bourreaux et des victimes. Alors, les amis, d'abord les fondamentaux. Je vous ai dit l'autre jour que Paul Biya était reparti en Suisse et certains ont commencé à gloser. Oui, il est reparti en catimini, mais il n'avait même pas encore fait 1 heure de vol que les Suisses lui ont dit qu'il ne pouvait pas venir chez eux, en laissant dans son pays, euh, un contentieux électoral pendant. Parce qu'ils sont conscients que si Biya venait en Suisse, nos amis de la basse iraient camper là-bas. Et ça fait des ordres. Il avait déjà booké ses rendez-vous. Rappelez-vous qu'avant la campagne, avant l'élection présidentielle, euh, avant l'élection présidentielle, il est allé en Suisse pour faire un check-up et on lui avait dit voilà, vous revenez après l'élection. On lui a donné des dates, on lui a donné des rendez-vous. Mais euh, immédiatement après la prestation de serment, il s'est senti au plus mal. Et ils ont fait venir un avion en Catimini. Hier, je vous parlais de cette compagnie qu'ils font venir de Bahreïn, mais qui s'est repositionné à Malte. Donc, cet avion est venu le chercher nuitamment, mais au courant, les Suisses lui ont dit, vous ne pouvez pas venir comme ça. Vous avez certes des rendez-vous médicaux, mais il y a un problème, il y a un contentieux électoral pendant qui n'est pas encore réglé. Donc, réglez ça et on avisera. Alors, il est rentré au Cameroun, comme d'habitude, il est isolé dans sa chambre, vous ne pouvez pas l'avoir. Si vous appelez son numéro, c'est Chantal qui va décrocher. On l'a mis, on va dire quoi, on l'a mis sous tutelle. Donc, il passe ses journées dans la chambre. On nous indique qu'il est mécontent. Quand il fait la gueule, quoi, pour parler français. Quand il sent que Chantal s'approche de sa chambre, il sent les talons hauts dans les coulisses, il fait semblant de dormir. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui veille sur lui, 24 sur 24. Et il y a un petit son ici, voilà, c'est réglé. Il y a quelqu'un qui est avec lui 24 sur 24. Euh, il souffre de la maladie d'Alzheimer. Il souffre de la maladie de Parkinson, en plus du cancer de la prostate. Je ne m'en moque pas. Ça peut arriver à tout le monde. C'est c'est la limite que nous fixe la biologie. Donc, il y a ce bruit. Je crois qu'il y a une interférence ici. Voilà, je pense que c'est réglé maintenant. Et il y avait une interférence là. Voilà.
c'est parfait. Donc, il y a la limite que nous fixe la nature, tous autant que nous sommes. Si vous avez la grâce de vivre longtemps, à un moment, vous aurez des problèmes d'incontinence. Qu'est-ce que ça signifie l'incontinence? C'est la capacité à enfin l'incontinence, c'est quand vous ne retenez plus les urines. Voilà. Parce que les organes vieillissent avec nous. Mais l'homme dans sa tête, il pense qu'il a toujours la forme qu'il avait quand il avait 18 ans. Homme comme femme. C'est pour ça qu'à un moment, et on commence à leur porter les couches pour contenir. Quand vous êtes jeune et vous avez envie de faire pipi, vous pouvez retarder 1 heure, 2 heures, même si c'est déconseillé. Mais votre corps a ses capacités biologiques. Mais à un certain âge, vous ne pouvez plus. À un certain âge, moi quand j'étais jeune, j'allais en boîte de nuit. En Suède, j'allais en boîte de nuit tous les jours. Dimanche, lundi, de dimanche à dimanche. Ensuite, j'allais au cours et ensuite, j'allais travailler le soir. Et ensuite, je finissais en boîte de nuit. Si j'avais envie de manger à 3 heures du matin, je mangeais à 3 heures du matin. Et si j'avais envie de boire du Coca-Cola, je bois du Coca-Cola, du jus d'orange, à tout moment. Si je veux manger du chocolat à 2 heures du matin, je me le permets. Souvent même, je dormais avec des bonbons dans la bouche, ce qui, à la longue, a fini par me provoquer des caries dentaires. Mais quand vous atteignez un certain âge, vous ne vous permettez plus ça. Mais quand vous atteignez un âge, c'est pour ça qu'on ménage la retraite, pour passer le relais à la jeune génération. Même les pères de famille, vous avez une affaire. Regardez les papas bamileke et nordistes. Quand ils ont des boutiques, ils ont des camions, mais à un moment, ils commencent à préparer les enfants pour que les enfants prennent la relève. Parce que vous ne pouvez pas travailler toute une vie. À plus forte raison, un président. Officiellement, Paul Biya a 92 ans, mais son âge réel, il avoisine les 99 ans. Parce que je vous ai dit hier qu'il a été renvoyé du lycée Général Leclerc parce qu'il avait menti sur son âge en classe de première. C'est André Marembida qui est intervenu pour qu'on l'y remette. Donc, il a 99 ans. On ne s'en moque pas. Si nous, on a la grâce de vivre jusqu'à cet âge, on remercie le ciel. Mais simplement, quand vous avez un certain âge, il faut un comportement qui va avec. Amadou Ampatemba disait, en Afrique, un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Et Joseph Kizerbo dit, chaque fois qu'un vieillard meurt, c'est un témoin de l'histoire qu'on élimine. Pourquoi? Parce que en Afrique, l'âge est synonyme, à tort ou à raison, est synonyme de maturité. C'est pour ça qu'en Afrique, le terme de vieillard n'existe pas. On parle des anciens, on parle des seniors. Parce que ces gens, du fait de leur maturité, incarnent une certaine sagesse. Mais un vieux qui ne connaît pas sa place, on ne le respecte pas. On salue la sœur Mimi Laure depuis le Canada qui nous a fait des fouilles hier. L'accueil avec beaucoup de plaisir. Donc, n'allez pas entendre dans mon discours un discours anti-vieux. C'est Félix Houphouët-Boigny, le président ivoirien, qui disait « Vous m'appelez le vieux, le vieux. Mais moi aussi, je suis jeune comme vous. » On est toujours le vieux de quelqu'un. Aujourd'hui, vous êtes jeune, demain, vous serez aussi vieux. C'est un grand savant qui est mort et on l'a enterré. Il y a des passants. Et ce qui est écrit sur sa plaque, sur sa tombe, hier, il dit « Passant, toi qui passes ici, au cimetière, aie un peu de respect pour ceux qui s'y reposent, pour les défunts. Car hier, j'étais comme toi, demain, tu seras comme moi. » Traduction, aujourd'hui, tu es vivant, mais moi, hier, je l'étais aussi. Donc, on ne se moque pas des vieux. Mais on dit, quand on est vieux, il faut connaître sa place.
Et respecter, il faut respecter son âge. Et les gens vont vous respecter. Amazon Market va me dire le secret de sa longévité fainéantise. Non, attention. Pour vivre longtemps, ce n'est pas de ne rien faire. Il peut peut-être ne rien faire sur le plan physique, mais il peut faire quelque chose sur le plan intellectuel. Et les gens vont vous dire que Paul Biya, c'est un grand lecteur. Il lit parfois jusqu'à 2-3 livres à la fois. Son livre de chevet qu'il ne quitte jamais, c'est la Bible. Ensuite, il a le prince de Machiavel. Ensuite, il a le précepte des politiciens, du cardinal Mazarin, et d'autres livres, des livres mystérieux. Donc, vous pouvez peut-être pas faire d'activité, encore que Paul Biya, nous qui avons grandi à Yaoundé, on le voyait quand il était Premier ministre, faire de la bicyclette, avec Fofé. C'est un grand cycliste. On peut faire la marche à pied aussi. Mais si vous faites un effort intellectuel, ça vous aide. C'est pour ça que je dis souvent aux jeunes lisez. Parce que quand vous lisez, c'est pour ça que Mongo Betty disait que la lecture est tout le ferment de l'intelligence. Quand vous lisez, ça vous pose des problèmes. En fait, c'est une conversation. Quand vous lisez un livre, vous êtes en conversation. Ça vous pousse à réfléchir. Moi, je ne lis pas les romans. J'en ai trop lu quand j'étais jeune. Donc, j'ai lu sur l'histoire, sur l'humanité, sur l'anthropologie, ces genres de choses. Je lis aussi beaucoup la Bible. Mais lire, c'est entretenir la mémoire. Vous avez des domaines dans le cerveau que vous n'avez pas encore découvert, que vous n'avez pas fini de découvrir. Il faut les exercer. Et en lisant, vous faites ça. Donc, je vous donne un autre vous pouvez m'écrire je sais pas comment ça se passe ça. Je vous donne un autre pendant que nous parlons là. Alors, captation, je vous donne un autre fond pote. Dans tout temps, soutenez un peu uniquement par mon politique. Alors, quelque chose comme ça, et bon. Ou alors vous m'écrivez, hein, j'ai d'autres trucs que je peux vous donner. Donc, le problème de Paul Biya n'est pas celui, on ne lui reproche pas son âge. Ce qu'on lui reproche, c'est le casting. C'est l'égoïsme. C'est le manque d'intérêt pour les Camerounais. C'est le mépris qu'il a pour les Camerounais. Et l'égoïsme. Parce qu'il sait, à l'heure où je vous parle, il passe ses journées dans la chambre. Chantal Biya l'a pris en otage en exerçant le chantage affectif. Il y a des ministres qui ont fait 20 ans leur poste. Quand le président veut remanier, mon frère Bouba Mohamedou, alors je vais vous écrire ça là. Excusez-moi. Je trouve un endroit, voilà. J'écris ça ici. Vous l'aurez. Alors j'ai écrit, je pense avoir écrit cela. Voilà, ça apparaît là-bas, les amis. Donc, ce qui est reproché à Paul Biya, ce n'est pas tant son âge, c'est son attitude. Un égoïste est un égoïste. Qu'il ait 10 ans ou qu'il ait 100 ans, là, je ne fais rien à l'affaire. Comme disait Georges Brassens, quand on est con, on est con. Il y a des jeunes cons et il y a des vieux cons. Il y a des jeunes méchants et il y a des vieux méchants, cruels. Donc, le problème n'est pas l'âge.
Donc, en ce moment, ceux qui cherchent à joindre le président, ceux qui ont d'habitude son contact, ont du mal. Ont du mal parce que il est pris en otage. Il est pris en otage par Chantal. Vous appelez, c'est elle qui décroche. Donc, il ne peut rien traiter avec vous. Absolument rien. On s'est servi de lui pour une pseudo-réélection et c'est eux qui exercent le pouvoir. Il est coupé du monde. De temps en temps, Chantal va dans la chambre le voir. De temps en temps, c'est Ngongo qui va le voir. Et de temps en temps, c'est Ayolo. Son fils aussi vient le voir. Et quelqu'un m'a posé une question hier pour me demander si Franck Biya était le fils biologique de Paul Biya. Et j'ai dit oui, parce que je n'avais pas l'information. Et ils m'ont écrit aujourd'hui, quelqu'un m'a écrit pour m'expliquer. C'était un ancien médecin. Et il m'écrit en anglais. Il me dit, alors je lis ça ici, je lis en même temps que vous. J'ai reçu ça avant de monter, de venir à l'antenne. Alors, il me dit, je traduis en français, que Franck Biya a été adopté à la naissance. Et que tout, everything about him is fake. Donc tout en lui est faux. Il a été adopté à la naissance. Et Biya sait que ce n'est pas son fils biologique. Alors, il y avait un officier de l'EMIA, c'était le lieutenant Ngoti Eyum, Emmanuel. Vous voyez, Franck s'appelle Franck Emmanuel Biya. Sa maman a quand même tenu à ce qu'il ait un prénom de son père. Donc, il y avait ce jeune officier de l'EMIA qui s'appelait le lieutenant Ngoti Eyum Emmanuel. Il travaillait comme garde nocturne quand Biya était encore Premier ministre. Il était dans sa garde personnelle, mais de nuit. Et Jeanne Irène Biya, je vous ai dit qu'elle a toujours tout fait pour le président, y compris en se sacrifiant pour favoriser sa carrière. Donc, elle avait une nièce qui vivait sous sa garde. Cette nièce, c'est la sœur de Louis-Paul Motazé et de l'autre Paul Motazé et de l'autre Motazé Roger, qui était le garde du corps du président qui est mort. Donc, c'était une de leurs sœurs, la nièce de Jeanne Irène Biya, qui habitait avec elle. Et elle a commencé à avoir une relation amoureuse avec le jeune officier, Ngoti Eyum Emmanuel. C'est de cette relation. Donc, cet officier a fini par enceinte, engrosser la nièce de Jeanne Irène Biya. Et quand elle s'est aperçue que sa nièce était enceinte, elle a mis fin aux fonctions de cet officier. Et elle a décidé d'adopter l'enfant qui est sorti de ses fruits. Donc, Franck Emmanuel Biya est le fruit de la nièce de Jeanne Irène et de cet officier Ngoti Emmanuel Yum. Voilà. Donc, voilà à peu près l'histoire. Ils m'ont envoyé ça pendant que je montais à l'antenne, mais un jour on fera un direct. Mais bon, je vous donne l'information en brut. Quelqu'un dit que Ngounou en a parlé, excellent. Joël Mbiakop, qu'on salue. Voilà. Et sa maman est toujours en vie. Elle s'est mariée. Je ne vais pas dire remariée parce qu'elle n'était pas mariée à cet officier, etc. Donc, c'est parce que quelqu'un d'entre vous m'a posé la question hier, qui m'ont envoyé. C'est quelqu'un qui m'écrit de Dubaï et il m'écrit en anglais. Et voilà, je vous ai dit ça comme ça. Alors, on me pose la question. Finalement, pourquoi Biya fait-il tuer Jeanne Irène? Excellente question de Emmanuel Motte. Je vous ai dit que Biya était l'élève de Mobutu. Je vous ai aussi expliqué que le drapeau du Zaïre, qui a pour emblème le feu, les flammes, a inspiré Biya, parce que l'emblème du RDPC, c'est la flamme aussi. Je vous ai dit aussi que Mobutu l'avait amené chez un sorcier égyptien, celui qui lui a facilité la vie lorsqu'il avait des histoires avec le Lumumba. Mais je vous ai aussi dit que ce type leur avait dit, vous allez gouverner si vous ne faites pas des conneries longtemps,
mais la fin sera difficile. Parce que vous savez, le diable, il vous donne tout. Rappelez-vous de la Bible, la tentation de Jésus, où Satan l'amène au milieu de la colline, ou au-dessus de la colline, et il lui dit, si tu sautes là, je te donnerai tout ceci. Si tu m'adores, tu n'adoreras pas d'autre Dieu que moi, lui aurait répondu Jésus, etc. Donc, le diable, il vous donne des choses attrayantes. Mais après, il y a un prix. Il ne suffit pas de, de faire ce qu'il vous demande de faire. À un moment, ça ne suffit plus. C'est pour ça qu'on dit que quand vous dînez avec le diable, il ne suffit pas de vous armer d'une longue fourchette. Car tôt ou tard, vous faites partie de son menu. Il peut vous prendre en dessert. Il peut, à un moment, vous dites, prenez ceci, prenez cela. Il dit non, non. Moi, je me sers. Ça me rappelle Niatade, le député, lorsqu'on a voulu l'exécuter, parce que le jour de son exécution, c'est pas lui qui était prévu. Il est venu, comme tout le monde, assister à l'exécution des gens, et on est venu lui dire que c'est lui qu'on allait exécuter. Et il leur a dit, tuez mes femmes, laissez-moi. Donc, quand vous donnez des choses au diable, à un moment, parce que ce qui fait plaisir au diable, c'est votre souffrance, c'est votre douleur. C'est ça qui le fait jouir, lui. Rappelez-vous de ce jeune Narcisse Pokam, défenestré du 8e étage de Hilton à Yaoundé. Il a été violé, il a été flagellé, brûlé au moyen d'un fer à repasser. Alors qu'il est encore vivant, on va le défenestrer. Mais quel intérêt? Qu'on l'ait violé de façon dans un acte homosexuel, c'est discutable, mais on peut comprendre que peut-être c'est leur mode de sexualité. Mais pourquoi le défenestrer? Pourquoi le soumettre à ce genre de traitement? Parce que ça fait plaisir au diable. Quand vous avez peur. Parce que mettez-vous à la place de ce malheureux garçon. Il est venu à un rendez-vous croyant que c'était un rendez-vous d'emploi. Il est soumis à des actes d'une cruauté barbare et sauvage, d'une rare cruauté. Et encore conscient, il voit comment on est en train de le défenestrer du 8e étage. Vous imaginez la peur? C'est cette peur que le diable apprécie. Vous avez vu des images l'autre jour, comment on torture les jeunes dans les commissariats? Vous tapez dans la plante des pieds. Mais si vous avez des frères, si vous avez des enfants comme nous en avons, moi je ne peux pas infliger un traitement pareil au fils de quelqu'un. Parce que tout de suite, dès les premiers cris, je vois mon propre fils. Mais c'était insoutenable. L'enfant est en train de dire pardon, pardon. Mais ils sont insensibles à cela. Et il y en a parmi vous qui soutenez ces gens-là. Vous n'avez pas de frères, vous n'avez pas d'enfants. Vous voulez laisser encore pour 7 ans supplémentaires notre pays à ces gens, à ces barbares, à ces brutes. C'est ce que nous avons eu en 43 ans de Paul Biya. Des meurtres, des assassinats. Regardez ce qu'ils ont fait en Martinique. On peut comprendre que vous ayez été emporté par la rage par rapport à ce qui est dévoilé. Mais vous lui enfoncez une barre de fer dans son derrière. Il avait le pied, le sexe coupé. Certains doigts coupés. Mais pourquoi? Parce que là, vous obéissez aux ordres des sectes. Je vous parlais l'autre fois de la compassion, la commisération. Cette capacité qui nous distingue de l'animal, encore que chez certains animaux, il y a de la compassion, il y a la solidarité.
Moi qui viens de l'arrière-pays, j'avais un oncle qui tendait des pièges. Et un jour, il y a un chimpanzé qui est tombé dans le piège. Il est tombé dans le piège la nuit. Non, nous arrivons au petit matin. Donc, on veut défaire le piège pour emporter le chimpanzé. C'était un gorille, en fait. Mais les autres gorilles étaient cachés et ils attendaient qu'on délivre notre frère et ils nous ont chassés. Quand vous voyez chez les grands singes, les gorilles et les chimpanzés, s'il y en a un qui sort avec la femme d'un autre, on le bat et on le chasse du clan. Et vous le trouvez en train d'errer. Donc, vous ne pouvez pas humainement être indifférent à la souffrance de votre prochain, de votre semblable. Parce que le semblable, quand vous regardez votre semblable, c'est l'autre vous. Il vous renvoie l'image de qui vous êtes. C'est pour ça qu'il y a la pitié. Vous vous dites, moi j'ai mangé, mais il y a quelqu'un d'autre qui n'a pas mangé. Comme j'ai eu faim, c'est comme ça qu'il a eu faim. Comme j'ai eu mal, comme j'ai mal si le feu me brûle, c'est comme ça que lui va avoir mal. Mais il y a des gens qui n'ont plus ce truc. Chantal Biya, à propos des Mendozais, qui a pourtant chanté pour elle, on dit, voilà, il va au mal, au plus mal. Il faut l'évacuer sanitairement. Elle dit, il peut crever. C'est ce qu'elle a dit. Ça a été rapporté par plusieurs sources. Il peut crever. Parce que ce n'est pas elle. Une brute, sans cœur ni âme, le seul diplôme qu'elle a, c'est parce qu'elle est mariée au président de la République. La personne qu'elle a introduite dans ce cercle, c'est une métisse syrienne ou libanaise, Élise Hazard. Parce que la fille s'est opposée à ce que le président sorte avec elle. Pas par jalousie, mais parce qu'elle savait que Franck Biya avait eu un fleuve passager avec elle. Et elle ne pouvait pas dire ça au président. Mais une fois devenue première dame, elle va ordonner qu'on sabote la direction de la voiture de la pauvre, qui était la femme du neveu du président Bonivon. Bonivon à qui Franck Biya a arraché une femme et qu'il a épousée. Vous pensez bien que ces gens ne vont pas laisser le pouvoir. D'abord, ils ont des casseroles. Ils ont des choses qu'ils ont faites. Ils ont fait tuer les gens. On a des listes. Les parents de ces gens-là, les parents d'Élise Hazard, ils savent qui a tué leur fille. Mais le rapport de force ne permet pas qu'ils disent quoi que ce soit. Ils ne sont pas en situation, comme on dit. Ils ne sont pas contents. Vous avez vu les efforts qu'ils ont déployés pour éliminer Maurice Kamto. Je vous ai dit que Biya conscient, on n'aurait pas éliminé Kamto. Même si on allait empêcher plus tard par la triche. Mais on n'aurait pas fait ça. Mais une brute comme Chantal Biya qui ne connaît rien à rien, parce qu'elle pense que elle ne connaît pas le fonctionnement d'un État. Elle pense que il suffit d'opiner de la tête et les choses se font et sans conséquence. Elle a dit aux gens de l'ECAM et du Conseil constitutionnel, faites tout pour éliminer ces Bamileke-là. On va payer autant d'argent, parce que c'est ce qu'elle sait faire, corrompre. Or, Chiroma était avec eux. Et depuis, elle a passé des semaines sans adresser la parole à Tanganji, sans adresser la parole à Ngongo, parce qu'elle a dit, mais pourquoi vous avez laissé ce Wadjo, pourquoi avez-vous laissé sa candidature prospérer? Parce qu'elle ne connaît pas Chiroma. Elle pense que Chiroma, c'est celui qui faisait le courbette à l'aéroport. Elle ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Mais elle ne sait pas que Chiroma, c'est un stratège.
Ce n'est pas comme à son mari, on a donné le pouvoir sur un plateau d'argent. En ce moment, c'est elle qui gouverne. Tout l'aéropage que vous voyez là, tout se passe autour d'elle. Elle est incompétente comme Ferdinand Ngongo, un ancien garçon de course, un ancien nounou de la première dame. Il fait arrêter des pères de famille, il fait arrêter des gens comme Dieunkham Tchameni. Dieunkham Tchameni, vous pouvez l'aimer ou ne pas l'aimer. Je l'ai connu en privé dans une autre vie, mais c'est une mécanique intellectuelle. Si notre pays était un pays normal, les gens comme Dieunkham Tchameni, ce sont des gens qui nous aideraient à développer le pays. Il a créé son premier ordinateur, il n'avait même pas 27 ans. C'est une mécanique intellectuelle redoutable. Toi, un laquais comme Ngongo, tu fais enfermer Dieunkham Tchameni. Tu détiens quelle légitimité? Tu fais enfermer des pointures comme Anis Ekane, un savant comme le professeur Abba Oyono. Toi, un demi-illettré, avec ta pumpe de la caverne. Vous voyez les méfaits de la dictature. Mais quand on vous parle, vous dites oui, vous voulez déstabiliser le Cameroun. Mais qui va déstabiliser le Cameroun? Notre combat, c'est pourquoi vous ayez les mêmes droits. Vous avez vu en France, ils ont mis un ancien président en prison. Hein. Je ne dis pas que c'est parfait. Mais l'égalité des citoyens, c'est le traitement, c'est l'équité du traitement devant la justice. Et si le Premier ministre, je peux l'insulter, s'il a le temps, à peine, il peut me porter plainte en diffamation. Et on va en justice. Et la justice va me dire pourquoi vous l'avez traité de sot. Je lui dis voilà, quand vous nommez quelqu'un, il faut assurer les arrières. Voilà pourquoi je l'ai appelé comme ça. Mais on va pas, la police ne va pas venir me chercher le matin, en cagoulé ou à 2 heures du matin. On m'amène, je ne sais où, et puis je disparais. Pourtant, l'Angleterre était une dictature effroyable, sous Henri VIII, jusqu'en 1215, avec le roi John. On a créé l'habeas corpus. Plus jamais on peut enfermer quelqu'un sans l'avoir présenté à un juge. Quel que soit ce que vous avez fait ici, on vous amène devant un magistrat, à partir du poste de police. Si on vous a arrêté le 5 et on écrit qu'on vous a arrêté le 6, rien que pour cette vice de procédure, quel que soit le crime que vous avez commis par ailleurs, vous êtes un homme libre. Parce qu'on ne peut pas dire la justice sur la base du faux. On ne peut pas rendre la justice sur la base de ce qui est injuste. Aux États-Unis, on appelle ça le principe de l'arbre pourri, de rotten tree. On ne peut pas attendre d'un arbre pourri qu'il produise à son tour des fruits qui sont sains. Explication. Vous avez quelqu'un qui vend la drogue. C'est sûr, il vend la drogue. Mais on n'a pas de preuves contre lui. Mais il le fait, on sait qu'il le fait. Mais il n'y a pas de preuves. Parce que la justice, ce sont des preuves. Ce n'est pas la présomption. Ce n'est pas le soupçon. Et maintenant, j'ai un ami policier, on va chez lui, on va déposer de la drogue. On arrête, monsieur, on a trouvé la drogue chez lui. On va en justice, le juge dit, mais la preuve, on dit oui, on a trouvé, mais de toute façon, c'est un vendeur de drogue. Mais quand le juge va découvrir, même si on a la preuve qu'il a des cargaisons de drogue quelque part, mais le juge va découvrir que ce qu'il a amené là, c'est parce que vous avez mis chez lui la drogue qui ne lui appartenait pas. L'affaire s'arrête là. Parce que vous voulez rendre justice sur la base d'un acte illégal.
Ça s'arrête là. Un policier ne peut pas venir chez vous perquisitionner. On vous soupçonne d'avoir volé une voiture. La police vient chez vous et on trouve que vous avez une paire de mocassins Weston. Et on vous demande où vous avez trouvé l'argent pour acheter ça. Ça ne les regarde pas. Ils sont allés chez Ndien comme Tchameni sans mandat à l'arrêter. Ils ont rapporté là-bas des armes qui ne lui appartiennent pas. Et ils ont emporté son coffre-fort avec des documents et de l'argent. Voilà pourquoi le président Chirouma parle de gangstérisme d'État. Gangstérisme d'État. Et c'est ce que moi j'appelle l'État voyou. Un État voyou, c'est un État qui a privatisé les prérogatives de l'État au service des intérêts mafieux. Dans le village de Ayolo, les gens de son village sont allés voler des caisses de vin dans sa maison. Mais il ne sait pas qui. Il a fait arrêter tout un village. Et on fait fouetter les gens pour avoir des aveux. Mais ça, c'est pas légal. Mais parce que celui qui fait nommer le commissaire, tous ces gens-là couchent ensemble, accusation vaut culpabilité. Et c'est pour ça que nous disons, nous appelons à un Cameroun nouveau. Vous pensez que nous tous, si le président Chirouma, quand il sera installé, que Jean-Pierre Dupont va devenir ministre? Mais non, ce n'est pas ce qu'il me faut au moins pour être heureux. On veut que notre pays soit ouvert, qu'on puisse venir y faire des choses, que ce que nous avons appris ici, on puisse le transférer là-bas. Qu'avec nos relations, qu'avec nos talents, on puisse amener des financements et dire, voilà, vous, monsieur, vous êtes au pouvoir, voilà ce que nous vous conseillons de faire. Voilà comment on peut trouver des financements. Voilà, parce que la construction du Cameroun, c'est l'affaire de tout le monde. C'est notre maison commune. Chacun apporte sa pierre à l'édifice. Moi, je vais dire, voilà, je sais où, à qui m'adresser pour que nous ayons de l'eau, pour que nous ayons de l'électricité, gratuitement. Nous, au Grand Nord, nous avons le soleil tout au long de l'année. Comment est-ce qu'on peut capter ce soleil et le transformer en énergie? Et les gens n'ont pas payé pour ça. Nous, on a des amis, quand on va au Qatar, on voit comment ça se passe là-bas. Ils ne payent pas d'électricité. Les poubelles que vous voyez à Yaoundé, bien recyclées, c'est une source d'énergie. Le pays n'est pas gouverné. Le pays n'est pas gouverné. Quand on dit qu'on est patriote, comme moi je vois les enfants des Camerounais, mais je les vois comme mes enfants. Si le pays est libéré, nous, on peut trouver un moyen pour les scolariser. Si les parents font les activités, on peut trouver un moyen pour qu'ils habitent à l'internat. Vous savez combien ça va coûter? 0 francs. Parce que ça peut se faire. Parce que notre pays a un potentiel. Au lieu de voler et aller mettre dans mon compte, on va dire aux gens, voilà ce que nous avons. Vous voulez venir ici au Cameroun faire des business? On va vous donner le marché. Vous n'êtes pas le seul. Mais vous savez quoi? En plus de ça, vous nous construisez des écoles et des dispensaires. Si ça vous intéresse, on vous donne le marché. Ça ne vous intéresse pas, on ne va pas vous donner à vous. On va donner à quelqu'un d'autre qui peut faire ce que nous demandons en plus. Voilà. C'est l'histoire d'un type qui drague une femme en boîte de nuit. Il dit, voilà, je te donne 10 000 francs CFA pour passer la nuit. La femme te dit, voilà, il y a quelqu'un d'autre qui veut aussi me donner 10 000 francs CFA. Mais lui, il veut m'offrir en plus 2 bouteilles de champagne pour mes copines. Alors, est-ce que tu as le match? Tu viens au Cameroun, tout le sous-sol du Grand Nord est vierge. Aïe, je l'avais fait exprès. On va arranger pour nos amis TikTok.
qu'est-ce qu'il a? Alors, qu'est-ce qui se passe ici, les amis? Voilà. Excellent, ça marche maintenant chez nos amis de TikTok là-bas. Donc, on a des pourcentages. C'est pour ça que nous pleurons. Même quand Kamto était là, les gens disaient oui, Kamto c'est un Bamileke, Kamto c'est ci. Je dis mais non. Ce qui nous intéresse, c'est son programme. Lisez son programme. Et puis on peut l'aider. Je le disais à l'époque, quand le professeur Kamto était en lice, et ça n'a pas changé. Notre problème n'est pas le problème des hommes. Si nous avons quelqu'un qui va ouvrir le Cameroun, ben, on a des Camerounais qui peuvent y faire des choses. J'ai des ingénieurs agronomes qui sont Camerounais, qui m'écrivent spontanément, ils sont au Japon. Il me dit grand frère, nous on a fait des choses en Thaïlande. On peut le faire au Cameroun. Et on ne demande pas d'être payé. On va le faire pour le bien-être de nos frères. Le Cameroun, c'est quoi? C'est 475 000 km². En une journée, quand il y a la route, si vous allez aux États-Unis, en une journée, une distance comme celle de tout le Cameroun, vous la parcourez en voiture. Parce qu'il y a des routes. S'il y a des routes, vous pouvez partir d'Ambam à Kousseri le même jour. C'est un petit pays. Mais on a à la tête, si vous voyez des sommes d'argent que ces gens-là détournent, mais vous avez mal au ventre. Quand vous prenez des petits pays, vous prenez un pays comme la Hollande, vous prenez même un pays comme l'Allemagne, vous regardez les ressources, vous regardez la superficie, la population, et puis vous comparez avec le Cameroun. Le Cameroun est très riche. Et en plus, on a un potentiel humain. Vous savez combien d'ingénieurs camerounais vivent en Allemagne? Vous savez combien de médecins camerounais vivent en Allemagne? Vous savez combien de médecins qui font les opérations à cœur ouvert, qui sont camerounais et qui vivent au Luxembourg? Cet après-midi, je parlais avec un neurochirurgien aux États-Unis. C'est-à-dire que vous êtes fou, il vous ouvre le crâne, il vous soigne, il vous opère, et vous vous dites, mais qu'est-ce que je suis venu faire ici? On dit, monsieur, vous étiez malade. Mais tous ces gens, on les empêche de rentrer au Cameroun. Pourtant, nous pouvons... Mais quand on dit aux gens que les Camerounais importent le poisson, mais on veut s'étrangler. Comment est-ce qu'un Camerounais peut importer le poisson? Comment est-ce que les Camerounais peuvent importer du riz? On a envie de se suicider quand on entend ça. Comment est-ce que les gens peuvent avoir faim au Cameroun? C'est impensable. Mais parce que nous avons à la tête de notre pays des gens incompétents, des gens cruels qui n'aiment pas le Cameroun. Avec très peu de choses, nous pouvons redresser ce pays. La question de la route, en une année, on peut régler ça. Je vous répète que le Cameroun, c'est 475 000 km². Hein. C'est pas grand-chose. En une année, on peut régler ça. Vous savez combien ça va coûter aux contribuables camerounais? 0 franc. Mais il faut faire travailler les gens. Vous avez des fonds de pension. Vous avez des fonds d'investissement. Vous avez des fonds de spéculation. Vous venez avec un projet et viens le faire. Clé en main. On salue la sœur Maria Biba, bienvenue. Yeshua Mola. Hier, il y a une Camerounaise qui vit à Dubaï. Elle a sa compagnie aérienne. C'est l'autre jour, je parlais des problèmes de logistique. Elle m'a dit, monsieur Dupont, nous mettons 30 avions à votre disposition. C'est une Camerounaise. Hein. Elle m'a contacté parce que je parlais de Mpongo. Et quand je parlais de logistique, elle m'a dit, mais non, voilà ma contribution. Je lui ai dit, mais votre patron
Elle a éclaté. J'ai dit, mais votre patron ne va pas se fâcher. Elle a éclaté de rire. Elle me dit, c'est ma compagnie. J'ai procédé aux vérifications. Il y a une qui est au Japon. Parce que dans cette histoire, c'est pour ça que je vous dis, et nous faisons des notes au président, dans le Cameroun nouveau, il faut donner la place à la femme. Il faut donner à la femme camerounaise la place qui est la sienne. Parce que la femme camerounaise est entrepreneur. Dans ce combat, je vois comment les femmes, elles viennent. Il y a une aux États-Unis, Nzie. Elle m'a écrit, elle m'a dit, grand frère, laisse-nous les histoires de tribalisme. Moi, je suis Ewondo. Ce que vous dites est vrai. Voilà moi ce que je peux faire. Elle est dans un système de finances. Elle dit, on peut ouvrir les comptes à tous les Camerounais, y compris ceux qui travaillent au champ, qui n'ont pas... Elle m'a expliqué le mécanisme. Elle me dit, le fait que chaque Camerounais ait un compte, ça, elle m'a expliqué ça, je n'ai pas bien saisi. Elle me dit, ça peut générer même beaucoup d'argent pour le Cameroun. Elle me dit, mais qu'est-ce que nous foutons au Fonds monétaire international? C'est-à-dire qu'il faut donner à la femme camerounaise. Parce qu'il ne suffit pas de changer le président. Ce n'est pas l'élection qui va faire quelque chose, même si ça fait partie du processus. Il est anormal qu'à salaire égal, à travail égal, la femme gagne moins que l'homme. Au Cameroun, ce sont les femmes qui tiennent la maison. Quand les hommes ont tout pris, ils sont allés boire, faire des conneries, après ils reviennent à la maison regarder la femme. C'est la femme qui tient la maison. Elle s'occupe de l'éducation des enfants. C'est pour ça qu'au temps d'Aïdjo, quand la femme allait se plaindre à Aïdjo disait, bon, toi, ton salaire, on paye à ta femme. Elle fait ce qu'il y a à faire, le reste, elle peut te donner pour que tu aies un peu d'argent de poche. Mais dans le Cameroun nouveau, l'avènement du Cameroun de la Renaissance, il faudra que la femme camerounaise occupe une grande place. Mais allez au Cameroun, vous les voyez au bord de la route, c'est elle qui vendent. Souvent, c'est elle qui paie la scolarité. Souvent, le type, il est à la retraite, il ne gagne rien, ou il a été licencié. C'est la femme qui tient. Mais ça va se refléter au niveau de l'État. Parce que vous voyez nos sœurs, elles sont bardées de diplômes. Il y a l'autre chancelier qui m'écrit tout à l'heure de Berlin. Vous les voyez, il faudra que nous profitions de cela. Il faut faire comme en Scandinavie, où j'ai grandi. Si la femme est meilleure que l'homme, mais elle sera votre patronne. Si dans un domaine, les meilleurs sont les douaniers, mais il n'y aura que les douaniers. Si dans un domaine, les meilleurs sont les Bamileke, mais il n'y aura que les Bamileke. Allez travailler mieux qu'eux. Et nous faisons des lettres au président, nous insistons. Il ne faut pas l'équilibre, ce que vous appelez quoi? Équilibre régional. Ça ne doit pas exister. Tous les Camerounais sont les Camerounais. C'est le mérite. Vous méritez, vous avez. Parce qu'on veut un Cameroun meilleur. On doit être champion. On ne nivelle pas par le bas. Quand vous êtes en terminale, votre modèle, ce n'est pas quelqu'un qui est en sixième. Quand vous êtes en terminale, votre modèle, c'est quelqu'un qui a le doctorat. Ainsi de suite. On a du potentiel. Il faut revenir au truc élémentaire. Et dans ce combat, je vois les filles, c'est les femmes qui nous écrivent. Pourquoi vous ne faites pas ci? Pourquoi vous ne dites pas au président de faire ci? Etc. C'est les femmes, la plupart du temps. Donc, dans un nouveau Cameroun, il faut leur donner la place. Mais il faut aussi donner la chance à nos frères handicapés. Si les gens doivent aller à l'école, ceux des handicapés qui veulent aller, il faut les aider. Mais quand je dis handicapés, je dis aussi les aveugles. C'est pas parce que quelqu'un a perdu la vue qu'il est moins que moi. Il y a la lecture en braille. Si les Blancs le font, nous aussi on peut le faire. Beaucoup de pays africains le font. Vous allez au Botswana, il n'y a pas de corruption là-bas. Vous arrivez, on vous dit, monsieur, vous remplissez tel document. C'est ça qu'on vous demande. Et c'est comme ça, et c'est pas autrement.
Je ne commence pas à dire que bon, mon oncle travaille aussi. Non, ça ne nous intéresse pas. On vous dit, monsieur, vous remplissez le documentaire, l'application. Même si vous venez du ciel, le règlement, c'est le règlement. Donc, on peut travailler sur ça. Il y a des choses. Donc, ce n'est pas pour dire que oui, Churuma va venir, tous les nordistes auront une montre en or et 1 million de... C'est pas de ça qu'il s'agit. On a dépassé ça. Et nous disons au président, ne nommez pas plus de 15 ministres. On n'en a pas besoin. Nommez dans des postes clés, ce qu'on appelle des postes régaliens. La société doit se battre d'elle-même pour donner la direction. Et on rentre aux fondamentaux. Chacun doit contribuer. Si vous n'avez pas fait de bonnes études, on va vous faire l'apprentissage. Vous choisissez ce que vous aimez faire. Qu'est-ce que vous voulez faire? Pas que ce que vous savez faire. Qu'est-ce que vous aimeriez faire? On va vous former. On va vous donner une chance pour contribuer. Et on va abattre les facteurs de corruption, les dépravations des mœurs. On va faire comme au temps d'Aïdjo. On n'a pas une boîte de nuit, un débit de boissons à moins d'1 kilomètre d'une école. Vous voulez faire des boîtes de nuit, vous allez les faire en brousse, pas en ville. Ce sont les lieux de dépravation des mœurs. Vous ne pouvez pas avoir un téléphone Android qui coûte 1 000 € alors que vous ne travaillez pas. Parce que ce sont les tentations qui déroutent la jeunesse. Donc ce sont des choses qu'il faut revoir. C'est pour ça que je vous dis, calmez-vous. Ces gens vont partir. Ils gueulent la journée avec la presse racaille, la télévision poubelle, la presse à caniveau, mais ils viennent négocier derrière parce qu'ils ne veulent pas perdre le visage. Parce que nous avons vissé à l'international. Ils viennent négocier la nuit et dans la journée, ils gueulent. Donc ça va se faire. Alors, il pose une question. Comment Oui, le frère qui pose la question, ambassadeur monde rural. Vous ne pouvez pas parler d'impréparation. C'est vrai, vous faites un bon diagnostic. Le président a été surpris. Moi aussi, j'ai été surpris. Moi qui ne lui donnais pas un copec. Mais il a été surpris et impressionné par vous. La mobilisation. Parce que moi, j'ai passé le temps à insulter les Camerounais, à dire que les Camerounais veulent aller au paradis, ils ne veulent pas passer par la case morte. La case mort, pardon. Parce que pour aller au paradis, il faut mourir avant, comme le Fils de Dieu. Mais les Camerounais nous ont impressionnés. Nous tous. Moi, je suis resté bouche bée. J'étais avec vous, on a fait une émission de 18h à 3h du matin. Les résultats tombaient ici. Vous étiez là. Les gens nous appelaient. Bruxelles a voté tant. Jusqu'en Vomécan. Nous étions ensemble. Nous avons passé la nuit ensemble. Mais je n'en revenais pas. Donc, le président aussi a été surpris. Il ne s'attendait pas à un tel degré de mobilisation. Donc, il faut organiser ça. Vous ne pouvez pas parler de degré d'impréparation. Il a démissionné du gouvernement combien de temps avant les élections? Les Camerounais en ont eu marre. Ils ont eu marre des petites magouilles, des états-majors, des petites combines. Ils ont dit, bon voilà, vous ne voulez pas faire de coalition, monsieur, nous allons vous apprendre à vivre. Ils sont allés dans les urnes. Ils ont voté. Ils ont surveillé leur vote. Il y en a qui ont giflé les agents de l'ECAM. Mais nous, on avait des amis à l'international qui nous appelaient, les Ivoiriens. Mais dis donc, mais Camerounais est fâché, hein. Cette fois-ci, Camerounais est fâché, hein. On n'en revenait pas. Donc, on travaille dessus. Je vous rappelle que nous sommes en face d'un régime qui a fait 43 ans, mais un régime d'essence coloniale. À quel moment les Camerounais ont déjà choisi un président de leur préférence? On a eu le premier homme d'État, je parle de la partie francophone, ce qui concerne l'autonomie interne, 1957-1958, André Marimbida, qui avait été imposé par la France.
puisque c'est Ahidjo qui avait gagné l'élection. Ensuite, ils ont imposé Ahidjo, parce qu'ils se sont dit qu'ils ont fait la mauvaise affaire avec André-Marie Mida. Ils ne faisaient pas l'affaire. Mais après, ils ont enlevé Ahidjo, parce que Ahidjo a commencé à sortir de l'OCAM, il a commencé à avoir des velléités indépendantistes. Et ils ont mis Biya. Mais à quel moment les Camerounais ont jamais déjà choisi un dirigeant de leur préférence? Non. Donc, le président Tirouma, c'est le premier. Ils ont tout fait pour mettre Kamto à l'écart. Mais Tirouma a surgi dans le dos, comme on dit en Côte d'Ivoire. Donc, ça s'organise. Les gens qui sont restés là-bas, ils n'ont vécu que des prébendes et des rapines. Ils ne vont pas lâcher le pouvoir comme ça. Il y a des gens qui viennent nous voir pour négocier à l'international. On ne va pas gouverner seul. Le Cameroun n'est pas dans la lune. On est obligé de tenir compte de la vie des autres. Même si on ne le fait pas, on les écoute quand même. Il y a des processus, il y a des choses qu'on met en place. Mais à la longue, ça va se faire. Et c'est pour ça que je vous parle tous les soirs. Parce que c'est vous qui avez déclenché ça. Salut William depuis Houston. C'est vous qui avez déclenché. Et je vois que vous êtes jeune, pour l'essentiel. C'est vous qui allez gouverner le Cameroun de demain. Le président Thiro m'a dit, moi je suis un candidat de transition et de transmission. Voilà. Mais nous, le sens de notre combat, nous vos aînés, c'est pour que ces salopards ne prennent pas le pouvoir. Parce qu'ils sont jeunes. Ngongo, il peut encore faire 50 ans. Et Franck ou tous les autres. Et nous, notre rôle, notre motivation, c'est d'empêcher cela. Et que le pouvoir vous revienne, vous. Parce que c'est vous qui avez exprimé massivement. Si la France, qui a coutume de féliciter le dictateur, la France ne dit pas félicitations. La France ne dit pas nous prenons acte. La France dit on prend note. C'est un désaveu. Salut Francis Nana, depuis Rockville, Maryland. Francis Njinga, bonsoir et bienvenue. Marcel 99, Théo. Théo me dit pourquoi les villes mortes sont arrêtées à la veille de l'investiture. C'est une stratégie. C'est une stratégie. C'est pour ça que le président n'a pas encore prêté serment. C'est une stratégie. Et je ne peux pas tout vous expliquer là. Votre question ne manque pas de pertinence. Mais je vous ai dit l'autre jour que vous ne pouvez rien faire sans stratégie. Et si vous faites une stratégie, vous ne pouvez rien faire sans tactique. Voilà. Donc, souvent, vous laissez l'ennemi montrer de quoi il est capable. Le but ici n'est pas de les empêcher de faire l'investiture qui n'a aucune espèce de valeur dans ce contexte. Le but, c'est que les Camerounais prennent leur victoire. Et c'est ce que nous allons faire. C'est ça qui est important. Ce n'est pas de faire la protestation. On a fait cela, on a testé quelque chose, ce qu'on voulait voir. Ensuite, ils ont fait le cinéma qu'ils ont fait. Dans nos négociations à l'international, nous savons ce qu'en pensent les gens de la communauté internationale. Alors, l'actuel exécutif a tissé en 43 ans les relations internationales avec toutes les grandes puissances, etc. Alors, vous concluez, la réponse est dans la question que vous posez, ambassadeur monde rural. Explication. Les États n'ont pas d'amitié, n'ont pas d'amis. Ils n'ont que les amitiés de leurs intérêts. Monsieur Biya est arrivé à la fin. Je vous ai dit, ces gens avaient des intérêts avec André-Marie Biya. Quand ils ont compris que ces intérêts étaient terminés, ils ont tourné le dos. Ensuite, ils avaient des intérêts avec Ahidjo, mais quand ils ont compris que Ahidjo ne faisait plus l'affaire, ils ont tourné la page. Aux Zaïre, ils ont flingué Lumumba au profit de Mobutu. Mais à un moment, ils ont compris que Mobutu ne faisait plus l'affaire. Lorsque l'ambassadeur Bill Richardson va chez Mobutu et lit la lettre de Clinton, Mobutu a une canne qu'il est en train de piloter machinalement. Il lui dit les États-Unis sont conscients et reconnaissants de tout ce que vous avez fait pour eux.
Mais le moment est venu pour que vous partiez. Si vous ne partez pas, vous serez tué, vous aurez des oreilles tranchées et votre cadavre sera tiré dans les rues de Kinshasa. Donc, vous avez beau tisser des relations, il y a la continuité de l'État. Parce que l'État est impersonnel. Même dans une monarchie. Le roi est mort, vive le roi. Donc, quand on vous parle des négociations, je ne vais pas dévoiler ça ici, je sais de quoi nous parlons. Et quand je m'habille comme je m'habille, c'est un signe d'optimisme. Et même d'allégresse. Et même de réjouissance. Les Douala disaient Mounienge. Donc les choses sont en train de se faire. Ce n'est pas si, c'est quand. Nous pouvons, au moment où je vous parle, nous pouvons engager un bras de fer avec eux et nous allons le gagner. Mais pourquoi sortir par la fenêtre alors que la porte est ouverte? Ceux qui ont des oreilles ont compris. Pourquoi se battre pour une mangue qui va de toute façon tomber? Et épargner certaines choses. On a donné, on a fait faire des villes mortes. Ensuite, on a parlé de l'ultimatum. L'ultimatum est arrivé à expiration. Ils ont commencé à s'agiter. Mais dans les coulisses, ils nous parlent. Dans les coulisses, ils nous parlent. Et ça va dans le sens que nous voulons. C'est pour ça que je vous ai parlé l'autre fois de la persuasion et de la coercition. En langage trivial, c'est la carotte et le bâton. Notre but, c'est quoi? Vous avez un objectif. Notre but, ce n'est pas le show. Notre but, c'est de faire respecter votre volonté. L'expression de votre volonté. C'est Jean-Paul Sartre qui disait tous les moyens sont bons pourvu qu'ils soient efficaces. Donc, il y a ce que nous vous disons là, sur la place publique. Je ne sais pas qui écoute. Mais les choses se font. Et oui, monsieur Luc Thierry, je vois vous avez des très bonnes lectures. Sun Tzu, l'art de la guerre, 6 siècles avant Jésus-Christ. Il dit, il y a des moments où on n'a pas besoin d'éprouver le besoin de tirer la moindre munition pour gagner une guerre. Ce qu'on appelle la communication grise. Mais ce qui motive le président, c'est votre détermination. Vous ne le croirez pas, mais c'est votre détermination. Les questions que vous posez, l'impatience dont vous faites montre. C'est ça qui est le carburant. Et le président nous dit, parlez-leur, parlez aux Camerounais. Dites-leur qu'on ne les a pas lâchés. On travaille jour et nuit pour eux. Moi, je vous parle, je n'ai rien mangé de la journée. On commence des journées tôt parce qu'il y a des choses. C'est l'avenir du Cameroun. Nous sommes à la croisée des chemins. Mais j'ai envie de dire à la croisée des destins. Donc, de temps en temps, je vous reprends comme ça, là, va-vite, mais nous avons beaucoup d'égards pour vous. Parce que sans vous, le président ne peut se prévaloir d'aucune légitimité. Il est votre mandataire. Vous lui avez dit, voilà, vous avez fait amende honorable, nous vous accordons un préjugé favorable, nous vous accordons le bénéfice du doute, malgré vos errements passés dans le gouvernement. Voilà. Mais parlez en notre nom. Si ce que vous avez dit vouloir faire, vous allez le faire, nous vous donnons mon mandat. Donc, il tient compte de ça. Vous ne pouvez pas demander une chose et son contraire. À plusieurs reprises, avant l'élection, vous m'avez demandé, mais quelle est la garantie que Chiroma ne va pas arriver, il va s'éterniser au pouvoir comme les autres? Je vous ai dit, en vous prenant à témoin, au début, ce n'était pas mon candidat. Mais il s'est imposé par l'évidence. La nature nous a imposé. Lui, quand on lui pose la question, il dit lui-même, il ne sait pas si, il dit c'est Dieu. Je vous ai dit, il a signé des engagements avec nous. Publiquement. Et il est encore plus chaud que vous. Il nous dit en secret, il dit à mon âge, c'est pas maintenant que je devais commencer ma carrière politique. Mais le sort a fait comme ça.
je veux passer dans l'histoire, je veux passer à la postérité comme l'homme ayant permis la libération des plus jeunes. Il parle des plus jeunes dans ses discours. Même moi qui vous parle, je suis trop vieux par rapport à vous. Donc notre combat n'est pas de remplacer des vieux par des vieux. C'est vous, vous avez l'énergie pour cela. Donc, on prépare la place, on vous donne les clés du véhicule. Et nous, on est assis derrière. De temps en temps, vous venez nous consulter. On mettra à votre disposition notre expertise internationale. Mais ce n'est pas pour que nous, à notre âge, on commence à faire des choses que vous devez faire. On vous a envoyé à l'école pour ça. Donc, ce que nous faisons dans les coulisses, ce n'est pas pour que nous, demain, vous allez voir ma tête à la télévision, ministre. Non, non, c'est pour vous. Vous allez travailler. Vous allez vous rendre utile. Et nous, les anciens, on va vous dire, voilà, voilà l'expérience que nous avons. Si vous négociez avec elle, voilà le levier dont vous devez user. Vous avez des Jacqueline Galim, tout ça. Tous ces gens-là servent à quoi? Ce n'est pas nous, vos aînés, qui allons encore aller nous époumoner. Tous ces gens que je vois ici, les Adou, les Marc Leroy, c'est vous. Si vous avez une difficulté, vous dites, bon, tonton, qu'est-ce qu'il y a? Voilà, on a parlé aux Russes là. Voilà ce qu'ils nous demandent. On va dire, non, dites-leur ça. Voilà. Vous avez de l'énergie. Il faudrait que le Cameroun en profite. Les Marie Abiba qui sont ici, que le Cameroun en profite. C'est ça le combat. Les clubs médias qui sont là, qui doivent montrer le talent, que le Cameroun profite. Parce que vous êtes des enfants du Cameroun. Le Cameroun doit profiter de vous. Il y a des enfants à qui on a payé des études jusqu'à la retraite. Ils sont là. Et il y a des vieillards qui occupent des places. Ce qui m'impressionne avec le président Tchiroma, il parle des jeunes. Il me dit, mais dans un pays normal, moi, je ne serais pas en activité. Tous ces jeunes-là. Donc, nous avons un pays, et quand vous regardez les jeunes Camerounais, même ceux qui n'ont pas fait des grandes études, ils sont pleins d'imagination, ils sont pleins d'énergie, ils sont pleins de bonne volonté. Mais il n'y a pas de direction. Le pays n'est pas gouverné, c'est-à-dire le Cameroun, c'est comme un avion sans pilote. Il vogue comme ça. Il y a des enfants au Cameroun, quand ils se lèvent le matin, ils ne savent pas quoi manger. Il va en ville, s'il y a une voiture à laver, s'il y a quelque chose à faire, il est livré à lui-même. Et il se demande, mais pourquoi je suis né dans ce pays? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Quand il regarde la télévision, dans d'autres pays, il voit les jeunes de son âge. Mais lui, il est là. Certains n'ont même pas d'acte de naissance. Vous trouvez que c'est normal, ça? Mais allez à l'étranger. J'étais à Genève récemment. On m'amène quelque part. C'est un jeune Camerounais. Il était en Libye. C'est un avion qu'il a aperçu en train d'errer dans le désert entre la Libye et la Tunisie. On a dit, mais voilà un être humain. Il n'avait pas mangé depuis 6 jours. Ils l'ont amené en Suisse. Il a été soigné, ça fait 6-7 ans. Mais il faut voir là où il travaille. Il est assis, je suis allé le voir à sa banque. Il me dit, mais tonton, j'étais au Niger. J'ai regretté pourquoi j'ai quitté le Cameroun. Il dit, au Niger, le mouton mange le carton. C'est-à-dire que vous avez le carton où vous mettez votre télévision, où vous mettez, je ne sais pas moi quoi, un carton quoi en fait. À l'intérieur, avant le carton, il y a un papier plastique. Il me dit, c'est ce que le mouton mange au Niger. Il me dit, mais le commissaire qui nous a arrêtés à la frontière nous a dit, mais nous, notre rêve, c'est d'aller au Cameroun, mais vous venez ici. Parce qu'on a un clan de mafieux
Ils ont pris notre pays en otage. Ils éliminent les meilleurs. Ils confisquent l'argent qui est le nôtre pour faire des hôpitaux, pour faire des infrastructures. On m'a dit, Douala Yaoundé, c'est 10 heures. Je ne sais pas si c'est vrai. Les routes. Mais un État comme ça, c'est à quoi? Mais c'est pour ça que cette fois-ci, ils ne comprennent pas ce qui leur est arrivé. Ils peuvent tuer autant qu'ils veulent. Mais nous, on leur garantit. Et même quand ils viennent négocier avec nous, nous leur disons ça. Vous allez avoir à rendre compte. Si vous perdiez l'élection le 12 octobre et vous partiez sans problème, nous, on aurait garanti votre sécurité. Parce qu'on avait dit pas de chasse aux sorcières. On ne peut pas construire un pays sur la base du ressentiment, de la rancune et du règlement de compte permanent. Mais en ce moment, on ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire. Si vous ne voulez pas partir, nous allons nous servir de la force pour vous chasser. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Et nous savons de quoi nous parlons. Si vous partez, il va falloir que des gens répondent des actes qu'ils ont posés. Il n'y a pas de carte blanche. Il y a les familles qui nous écrivent. Voilà mon fils, c'était mon seul fils. Son père est mort, il avait 2 ans. Il a 18 ans, ils l'ont assassiné. Il y a des mamans qui nous écrivent des enfants, elles sont sans nouvelles de leurs enfants. Nous avons financé le transport de certains pour aller voir dans des prisons à Foumbane. On nous avait dit qu'il n'y a personne là-bas. On est sans nouvelles d'au moins 100 enfants. À Garoua, on a 100 qui sont morts étouffés dans un conteneur. À Tchon, il y a des disparus. Ces mamans nous écrivent. Il y en a qui ont été torturés et qui sont morts. Ils ont abandonné les corps. Les corps sont en état de décomposition avancée. C'est horrible, c'est insoutenable à voir. Mais nous avons passé tout ça aux autorités britanniques parce que le Cameroun est depuis 1986 signataire de la Convention contre la pratique de la torture. Quand vous regardez ça, vous avez envie de pleurer. Parce que nous sommes des Camerounais. On nous montre les pieds des enfants qui ont été torturés dans les commissariats. Pourquoi vous traitez les Camerounais comme ça? De quel droit est-ce que vous traitez comme ça les enfants des gens? Le seul mal qu'ils ont fait, c'est d'aller voter. Mais pourquoi vous organisez une élection? Si c'est prétexte à massacrer les enfants des gens. Vous avez organisé une élection avec le principe pour chacun de voter pour le candidat de sa préférence. Et vous arrêtez les gens. Au motif de quoi? Un type comme Ngongo, il est plus camerounais que qui? Un ancien repris de justice comme Atangandji. Mais il parle avec une insolence et une arrogance, mais c'est insoutenable. Il se prend pour qui, ce Nigérian? Les Camerounais ne vont pas accepter ça. Nous n'acceptons pas ça. Même dans les discussions qui viennent mener avec nous, il y a des choses que nous n'acceptons pas. C'est gâté, c'est gâté. On va aller jusqu'au bout de leur propre logique. Et c'est votre mobilisation, comme je vous vois tous réagir. C'est ça qui nous pousse. La nuit, on ne dort pas parce que quand je vois des jeunes comme vous êtes accrochés à ce que nous vous disons. On est en situation. C'est pour ça que je vous dis non, calmez-vous. Nous sommes sur la bonne voie. J'aurais voulu que ça se passât depuis le mois d'octobre. Mais je vous dis, les amis, je ne peux pas, pour certaines raisons, vous dévoiler les dessous des négociations, mais nous sommes sur la bonne voie. C'est eux qui voient. S'ils veulent par la négociation, la seule chose que nous consentons, ils partent, ils reviennent et nous leur disons la même chose. La seule chose sur laquelle nous sommes disposés à négocier, ce sont les conditions de départ de Paul Biya. On est prêt à lui accorder certains égards.
et qu'ils reconnaissent sa défaite. C'est la seule chose que nous discutons avec eux. Toute autre chose, Premier ministre, 100 milliards de francs CFA, vice-président, ça ne veut rien dire du tout. Et ces gens sont des ignorants. Il y a Jean-Pierre Bécolo, c'est un cinéaste, je vais vous montrer le texte qu'il a écrit, et puis on va commenter sur ça. Alors je regarde ça très vite. Parce qu'eux pensent que l'argent peut tout acheter, que l'argent peut absolument tout acheter. Alors, je regarde ça là. Alors voilà, je vous montre d'abord les dossiers que nous avons montrés à nos amis à l'international. Ensuite, je vais vous montrer le truc de Jean-Pierre Bécolo. Parce qu'il y a des rigolos qui nous ont demandé au niveau de la communauté internationale. Alors, je vais voir, voilà, je vais sortir ça comme ça. Euh, je remets là. Donc, voilà les dossiers que nous leur avons transmis, parce qu'on leur donne des choses, voilà. Et là où ils ont triché les élections, on montre là où ils ont falsifié des élections au niveau de la LEC. Nous montrons ça à leurs propres amis à l'international qui vérifient pour leur demander s'ils reconnaissent ou etc., etc. Parce que si vous voulez, on est en train de refaire un peu l'élection, si je peux m'exprimer ici. Donc, on a montré là où ils ont falsifié les élections dans la LEC, il y a des gens qui ont confirmé et ça va dans notre sens. Parce qu'ils ont voulu dire qu'ils ont perdu des documents, etc. Nous les avons, nous avons les originaux et nous avons ce qui est sorti des urnes en temps réel. Donc, c'est pour vous donner une idée quand je parle des négociations, parce que vous vous dites, mais sur quoi, de quelles négociations parle-t-il parce qu'ils font semblant, ils disent que c'est Issa Chiroma Bakari qui est le problème, qui ne reconnaît pas les institutions, mais on ne va pas vous vendre n'importe quelle connerie au motif que ce sont les institutions. Donc, nous apportons le contre-truc, ça se vérifie. C'est qu'ils ont oublié ce que vous pouvez falsifier des choses, mais il y a la technologie qui prouve que vous avez mis des choses à l'intérieur. Alors, je vais parler de... Non, je parle d'abord de ça avant de vous montrer le test de Bécolo. Voilà, j'avais complètement oublié. Alors, vous avez le carnet, comme ça. Voilà, quelque chose comme ça. Donc, à la partie extérieure, euh, tout le monde signe. Les gens qui sont dans le bureau de vote. Et de l'autre côté, derrière, vous signez. Mais à l'intérieur, il n'y a pas de signature. Donc, ils arrivent à arracher ces pages ou alors à ajouter d'autres pages. Mais il y a une technologie. Si vous tuez quelqu'un et que la personne a saigné et que le sang a éclaboussé le mur, vous lavez le mur et les taches du sang disparaissent. Mais ce que vous ignorez, il y a une technologie, quand elle vient, elle retrouve ces taches intactes. Donc, on a au moyen d'une technologie, on a demandé des exemplaires, ça on m'a autorisé de parler de ça, donc je ne dirai pas de trucs. On constate que il y a des pages qui ont été arrachées ou ajoutées, et que des pages qui sont mises là n'ont rien à voir avec le papier d'origine. Donc la technologie a évolué, et c'est la technologie qui les tue. On les a vus en Mondiovision volés et falsifiés. Mais quand vous falsifiez, si vous avez un carnet, vous écrivez dessus à 12 heures dans une page. Dans la même journée, à 20 heures, vous écrivez la même chose dans une des pages du même carnet. C'est pas la même chose.
il y a une technologie, c'est la technologie dont on use pour donner l'heure, le jour de la mort à un corps qu'on retrouve. Donc, cette technologie a évolué vers les techniques policières. Donc, vous prenez dans un même bulletin, vous écrivez A ici, le soir, vous écrivez B. On va vous dire que ça n'a pas été écrit au même moment. On va vous dire le laps de temps. Donc, on est en train de les démonter un à un, en jouant de leur propre méthode. Alors, il y a donc ce que je voulais vous montrer du cinéaste Bécolo. Voilà, je pense que je l'ai là. Alors, je vais lire ça pour vous. Il a appris, Jean-Pierre Bécolo, que vous connaissez tous, c'est un cinéaste, il dit alerte, votre nom figure sur la liste de ce qu'il faut faire. Si votre nom figure sur la liste, ils ont donné une liste des gens qu'ils veulent tuer. Des gens comme mon ami Morgan Palmer, euh, Moda, le commissaire Léopold Evenet, les Cadiz Beyala, beaucoup d'autres personnes, dont moi-même. Donc, Jean-Pierre Bécolo dit, si votre nom figure sur cette liste de tueurs, voilà ce qu'il faut faire. Des informations circulent actuellement sur les réseaux sociaux faisant état d'agents des services secrets de la DGRE camerounaise actuellement en mission en France pour assassiner des Camerounais pour leur activisme sur la fraude et la défaite de Paul Biya lors de l'élection du 12 octobre. Les services camerounais sont connus pour leurs crimes. Son ancien directeur Marcy Mekoko est aujourd'hui emprisonné pour l'assassinat du journaliste Martinez Zogo. Au vu de la répression sanglante au Cameroun et des arrestations arbitraires en cours, il faudrait la prendre très au sérieux. Il faudrait tenir directement responsables les autorités camerounaises, dont le secrétaire général à la présidence, Ferdinand Gongo, le président Paul Biya et son épouse Chantal Biya, pour toute menace, intimidation, toute attaque ou tout meurtre à leur encontre sur le sol français. Ces personnalités camerounaises et d'autres sont visées par la plainte qui sera déposée dans les prochains jours. Si votre nom apparaît ou est susceptible d'apparaître sur cette liste, si vous pensez que vous êtes potentiellement en danger immédiat sur le sol français, il est impératif de ne pas rester passif. Excellent. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? J'ai, dès lundi, saisi Emmanuel Macron par correspondance. D'abord, je suis citoyen français. De deux, j'avais contribué pour la collecte de fonds de sa première campagne victorieuse. C'est pourquoi j'avais reçu la Légion d'honneur. Je vis certes au Royaume-Uni, mais je suis aussi citoyen français. Donc j'écris toutes ces menaces. Nous avons envoyé un dossier volumineux parce que vous ne pouvez pas venir sur le terrain de quelqu'un commettre le truc. Mais nous avons écrit à l'ONU parce que le commissaire Léopold Evenet est c'est un exilé politique en France, au terme de la Convention de Genève 1951. Donc, le simple fait de menacer quelqu'un, ça peut créer un incident diplomatique. Et nous avons saisi les autorités britanniques pour dire, voilà des gens qui menacent d'assassiner. Ils vont venir en France et peut-être traverser pour venir en Grande-Bretagne. Donc, si vous pouvez mettre leur nom sur la liste des indésirables, donc nous avons fourni une liste exhaustive, on ne sait pas qui est qui, mais de tout ce qui travaille à la DGRE. Ils vont être interdits de visa. Pour ceux qui sont déjà sur le sol ici, on va les expulser. Nous avons des indications. Je n'en dis pas davantage, mais que de sache, s'ils sont déjà ici, on va les expulser manu militari. S'ils ne sont pas encore partis, ils ne viendront pas ici. Parce qu'on va les mettre dans une liste des gens interdits de visa. Et nous avons porté plainte nominalement à Ferdinand Gongo et aux États-Unis et en Allemagne, au Royaume-Uni, en France et dans un certain nombre de pays ibériques, c'est-à-dire l'Espagne et le Portugal, où il a l'habitude d'aller faire on va dire quoi, c'est 400 coups. Mais nous aussi, nous le mettons sur notre liste en guise de défense légitime.
Quand quelqu'un menace de te tuer, toi aussi, quand tu as la possibilité, tu ne le loues pas. Donc, ils nous ont mis sur leur liste, nous la mettons sur la nôtre. Et que le meilleur gagne. Mais nous mettrons les moyens qu'il faut. Parce que personne n'a le droit d'ôter la vie à quelqu'un. Donc nous, ces menaces, on les prend très au sérieux. Vous nous avez mis sur votre liste, nous allons vous mettre sur notre liste. Parce qu'on ne sait pas ce qui vous autorise à vouloir ôter. C'est comme ça que vous tuez les Camerounais. Et c'est pour ça que vous allez partir. Ça prendra le temps que ça va prendre, mais vous allez payer pour ce que vous avez fait aux Camerounais. Et ce que vous faites aux Camerounais. Les enfants des gens que vous allez arrêter, nous avons la liste. Ceux qui l'ont fait, nous avons leur visage et leur nom. Ce ne sont pas des menaces. C'est juste une mise en garde. C'est une mise en garde. Les Camerounais que vous avez tués, vous allez devoir en répondre. Et plus vite que vous ne le pensez. Mes chers amis, je vous dis merci pour votre attention. Je ne sais pas s'il y a des questions, mais bon, merci. Et comme d'habitude, on se voit demain pour continuer. Si vous avez des questions, vous avez des suggestions, demain vous les nous faites et on prendra des gaietés des cœurs. Mais l'essentiel de ma communication avec vous consiste à dire que le président est en lieu sûr. Il est en lieu sûr. Alors, il faudrait bien une copie de ces plaintes pour déposer dans ma région au Royaume d'Espagne. Nous avons déjà porté plainte en Espagne, mais si vous voulez que je vous fasse, je sais pas ce que vous voulez en faire, mais je peux vous montrer, je peux vous faire un modèle de plainte si vous voulez aussi porter des plaintes. Mais nous avons déjà porté plainte là-bas, à Madrid notamment, où le secrétaire adjoint a cette truc là-bas. Donc, les amis, je vous remercie infiniment pour votre attention et bonsoir.